Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Annie Ernaux est la première femme française à recevoir le prix de Nobel de littérature. Avant elle, l'Académie suédoise avait honoré Gide, Mauriac, Camus, Modiano notamment. Le talent de Madame Ernaux n'est pas contestable, elle est l'écrivain de l'intime. Elle raconte une enfance modeste, une histoire française d'après-guerre, une femme qui prend l'ascenseur social, change d'univers culturel, devient professeur de littérature, mais aussi écrivain à succès. Elle mène les combats féministes que les femmes de sa génération ont menés. Elle les transcrit dans l'écriture, une écriture sensible, délicate, clinique ou blanche, diront les critiques. Sur le plan politique, il est peu de dire qu'Annie Ernaux penche à gauche. On la voit au meeting de Jean-Luc Mélenchon, elle prend position pour le voile à l'université. En mai 2018, elle boycotte la saison culturelle France-Israël qui, selon la pétition, servait de vitrine à l'État d'Israël au détriment du peuple palestinien. En 2019, elle signe un appel au boycott de l'Eurovision organisé à Tel Aviv en Israël pour la même raison. Le prix Nobel a raison de séparer l'écrivain de la femme, l'œuvre de la vie. Permettez-moi d'observer qu'on le fait plus facilement avec une personnalité d'extrême gauche qu'avec une simple figure de droite. Il est 9h. Audrey Berthaud. Le monde encourt-il un risque d'apocalypse nucléaire? Ce sont les mots de Joe Biden cette nuit après les menaces de Moscou. Vladimir Poutine ne plaisante pas, a dit le président américain. En effet, Vladimir Poutine s'était dit prêt à utiliser tous les moyens dans son arsenal face à l'Occident. Ce n'est pas du bluff, avait-il assuré. À Grenoble, après les échanges de tirs meurtriers dans la nuit de mardi à mercredi qui ont causé la mort d'une jeune femme, le suspect a été mis en examen et écroué. L'homme de nationalité marocaine avait été arrêté après une course-poursuite liée à un refus d'obtempérer, au cours de laquelle donc il a échangé des coups de feu avec des policiers. Son état de santé a été considéré comme compatible avec une détention. Enfin, du football, Rennes a remporté un match crucial hier pendant la troisième journée de la Ligue Europa. Les Bretons se sont imposés 2-1 contre les Ukrainiens du Dynamo Kiev. Martin Terrier a ouvert le score dès la 23e minute de jeu. Charlotte Dornelas, Georges Fenech, Paul Melun, le général Clermont qui va rester avec nous et Laurent Geoffrin. Vous nous avez manqué, Laurent, vous n'étiez pas là cette semaine. Mon corps défendant, oui. Vous étiez souffrant, vous m'avez manqué. Voilà, ça me fait plaisir. Virus qui court. Ça me fait plaisir que vous soyez là. On parlera peut-être tout à l'heure de Annie Ernaux. Ça vous surprend peut-être, mais moi je l'aime beaucoup, son écriture. J'ai souvent lu... Oui, Comment ? C'est une bonne écrivaine. Exactement, et c'est sensible et c'est très intéressant. Donc on en parlera peut-être tout à l'heure. On est avec Pierre Chasseret qui est avec nous, que vous connaissez, qui intervient chaque matin dans notre matinale, parce que je voulais évidemment vous parler des pénuries d'essence. Pierre Chasseret qui est d'ailleurs sur la route parce qu'il part pour Reims, il nous dira pourquoi tout à l'heure. Mais c'est invraisemblable ce qui se passe en France, puisqu'il n'y a pas de pénurie, a dit M. Véran, mais il nous avait dit qu'il n'y avait pas de masques non plus. Il n'y a pas de pénurie de masques il y a 2 ans. Donc quand il me dit qu'il n'y a pas de pénurie d'essence, je suis plutôt tenté de courir très très vite vers la station d'essence. En revanche, je voudrais qu'on voit le sujet de Geoffrey Defebvre, peut-être. Depuis quelques jours, ces files d'attente sont presque devenues banales dans certaines régions. Là, ça fait 3/4 d'heure que je suis dans la file d'attente. On se dit qu'on va venir mettre de l'essence pour repartir, continuer sa journée de travail, mais finalement, on perd quasiment 2-3 heures. Je suis en colère, très très en colère là. Et en plus, je fais la queue pendant 3 heures, il n'y a même pas d'essence. Un manque d'essence dans une station sur 10 en France. Ce sont les stations du groupe Total Énergie qui sont les plus touchées. Sur leurs 4200 stations en France, 3500 manquent d'un ou plusieurs carburants. Faute de réapprovisionnement, certaines stations ont dû fermer temporairement. La ristourne de 20 centimes par litre en plus des 30 centimes accordés par l'État a entraîné un afflux d'automobilistes. Sur les 5 raffineries détenues par Total Énergie, 3 sont toujours en grève, les salariés demandant une revalorisation de 10% de leur salaire. Dans les Hauts-de-France, où 30% des stations-service sont impactées, les préfets ont interdit la vente et l'achat de carburant dans des jerrycans. Pour faire face à cette tension, les stocks stratégiques de l'État ont été débloqués dans cette région. Répartis sur tout le territoire, ces réserves contiennent 18 millions de tonnes de pétrole et permettent de tenir environ 3 mois. L'État n'exclut pas de puiser encore dans les réserves si nécessaire. Un jour, c'est la grève de la SNCF. Le lendemain, c'est une pénurie de moutarde. Après, c'est l'essence. Enfin, il n'y a pas une journée où ce pays ne frôle pas le chaos.
Nous sommes avec Pierre Chasseret. Pierre, d'abord, est-ce que vous avez des informations sur cette pénurie possible? Est-ce que ça peut s'arranger? À Paris, je ne veux pas dire c'est la guerre, mais les gens se battent quasiment pour avoir de l'essence. Est-ce que ça va s'arranger? Alors s'arranger, dans un premier temps, non, parce que dans les grandes villes, il y a de la tension sur la demande des carburants. C'est d'ailleurs là, Pascal, qu'on voit bien que le carburant, c'est un produit de première nécessité. En revanche, dans la France des régions, on arrive encore à trouver du carburant sans grosse difficulté. En revanche, on le paye plus cher. Et ça va être ça le problème. Parce que cette tension qui existe aujourd'hui sur le carburant, Pascal, on va la retrouver à la fin du mois. Je rappelle quand même, dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, l'aide gouvernementale va être réduite de 20 centimes par litre. Et du côté de Total, son aide va aussi être raccourcie. Donc on va se retrouver avec une augmentation dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre de 30 centimes sur les carburants. Les Français vont tous vouloir faire pareil, évidemment, moi le premier, faire le plein avant, au moment où les tarifs sont les plus avantageux. Donc là, on est sur une répétition grandeur nature de la pénurie qui risque de s'installer sur la dernière semaine du mois d'octobre. Avec des effets pervers, donc des ristournes, les ristournes de l'État et les ristournes de Total. Bon, là, vous êtes parti pour Reims, et ça, c'est très intéressant parce que personne ne parle du sujet dont vous allez parler à l'instant. Il se trouve que ce qu'on appelle les zones à faible émission, les voitures Crit-Air 3, 4, 5 et non classées vont bientôt être interdites de circuler. Au maximum le 1er janvier 2025. Mais ça peut être bien avant. Et ces véhicules sont tous des véhicules diesel d'avant 2011. C'est une bombe à retardement que le gouvernement, d'ailleurs, ne sait pas trop comment gérer. Parce que des gens qui ont des voitures de plus de 10 ans, il y en a des tonnes. Et ces voitures ne pourront plus circuler. Par exemple, à Lyon, à Paris, déjà, les villes ont annoncé leur intention d'aller plus loin et d'interdire davantage de véhicules. C'est combien d'habitants qui sont concernés? C'est combien de villes? Parce que ça, c'est une vraie bombe à retardement. Ça peut être pire que les gilets jaunes d'il y a 3 ans. Ça c'est gilets jaunes puissance 10, Pascal. C'est plus qu'une bombe à retardement, c'est pire encore que ça. C'est un automobiliste sur 2 qui va se voir interdit de circuler dans 47 agglomérations françaises, des agglomérations de plus de 150 000 habitants. Et j'insiste bien, pas les villes, les petites villes autour aussi. Le premier déplacement qu'on fait avec 40 millions d'automobilistes, et puis les équipementiers automobiles, la FEDA qui est venu apporter son soutien aux automobilistes. C'est important parce que les professionnels, c'est 35 000 emplois du côté des équipementiers qui vont venir soutenir ce message. On va aller rencontrer les élus, les automobilistes, et essayer de déminer cette bombe. Franchement, je pèse mes mots, Pascal. Là, on est sur un sujet qui va être au 1er janvier 2025 et bien avant, une vraie bombe à retardement social. Si l'État ne prend pas conscience de la nécessité de décaler dans le temps, d'aménager ces interdictions de circulation, ça va être une catastrophe. Dans les 2 premières villes de taille moyenne qui sont touchées, Reims et Rouen, c'est déjà une catastrophe. Bon, Pierre Chasseret, ce qui est important aussi de dire, c'est que cette chasse anti-voiture en France depuis des années est disproportionnée, me semble-t-il, mais surtout les constructeurs vont plus pouvoir construire des voitures thermiques en France très rapidement, ce qui fait qu'on va aller acheter des voitures thermiques en Chine. Je veux dire, tout ça, est, comme toujours avec l'État, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bien évidemment, pour des raisons idéologiques, c'est juste n'importe quoi. C'est pas de l'idéologie. Bah, si, c'est de l'idéologie de pas si vouloir vous ne croyez pas au dérèglement climatique, dites-le. Parce que autrement, on ne sait pas de quoi on parle. Pourquoi on fait ça? C'est pas par idéologie, c'est parce qu'on a constaté scientifiquement, laissez-moi terminer, constaté scientifiquement qu'il fallait réduire les émissions de gaz carbonique. Donc à partir de là, il faut prendre des mesures. Et c'est nous qui nous punissons alors que le monde entier s'en fiche. C'est nous, Français, dans tous les domaines, qui devons se punir de ça. Vous vous trompez, encore une fois. Voilà. La France doit être en tête de cette mutation. Et demandez aux gens ce qu'ils en pensent. Il y a un moment, il faudra demander aux gens. Oui, mais il faut leur expliquer. Oui, vous ne leur expliquez pas. Ils sont trop bêtes. Ils sont idiots, les Français. Et vous ne leur expliquez pas. Vous faites semblant de penser que le dérèglement climatique n'est pas une menace. Non, à partir de là, non, c'est absurde. C'est pas du tout la question. D'ailleurs, personne ne. Si, vous croyez que c'est mieux de rouler en voiture électrique, Laurent? C'est bien sûr que c'est mieux. C'est mieux? Évidemment. Non. Alors d'abord, il n'y a aucune preuve sur la question des batteries. Il y a une véritable interrogation. Bon. Deuxièmement, si on importe depuis la Chine, alors que la Chine est le plus gros émetteur. Mais si chaque pays se renvoie la balle, ça ne marchera jamais.
tout ça la question. Bon, laissez c'est terminer, que Laure. ça retombe en permanence sur, en effet, des personnes qui, par ailleurs, il y a quelques années, ont été encouragées avec aide de l'État pour acheter la voiture, qui aujourd'hui ne peut plus rentrer dans les villes. Enfin, au bout d'un moment, c'est toujours les mêmes qui payent à la fin. C'est surtout ça le problème. Bon, on ne va pas régler ce problème, on en a parlé 50 millions de fois. Merci en tout cas, Pierre Chasseret. Il faut présenter un plan alternatif plus intelligent à ce moment-là. Mais il ne faut pas dire on est contre toutes les mesures qui sont prises contre le réchauffement climatique. Non, mais là, le problème, c'est vous-même, il y a une contradiction complète là dans mais vos le propos. problème, Ou alors, vous n'y croyez pas. Est-ce que vous pensez que les voitures thermiques vont lutter contre le réchauffement climatique? Vous êtes sérieux? C'est un ensemble. Vous êtes sérieux? C'est un ensemble. Oui, je suis sérieux. Bah écoutez, aussi sérieux que la plupart des gouvernements du monde qui pensent la même chose. Non, pas tous, manifestement. Pas en Asie du Sud-Est. Pas tous. Il y a toujours des gens qui sont des Pierre Chasseret, je vous remercie. Clandestin, mais je vous remercie. Ça, tout le monde pense qu'il faut le faire. Je vous remercie. Voilà, on détruit l'industrie de l'automobile. C'est des emplois. Et on va aller acheter des voitures chinoises. Donc il ne faut rien faire. Et en tout cas, il ne faut pas faire ça. Oui. Et puis surtout, il faut interroger les Français. Mais à chaque fois qu'on fait quelque chose, vous êtes contre. Il faut surtout interroger les Français. Faites des propositions intelligentes à ce moment-là. Laurent, il faut surtout interroger les Français. Voilà. Sur tous ces sujets-là. Mais les Français sont persuadés qu'il faut lutter contre le réchauffement climatique. Pas les priver de leur voiture. Et on va les priver de leur voiture. Le général, clairement. Parce qu'on reparlera tout à l'heure de la sobriété énergétique, mais je sais effectivement que votre temps est compté. Le nôtre aussi l'est peut-être désormais, si j'ai bien écouté Monsieur Biden cette nuit, puisque peut-être que tous ces sujets-là n'existeront plus dans quelques semaines, que l'apocalypse sera arrivée et que nous serons ailleurs pour parler d'autre chose. Biden, qu'a-t-il dit Biden cette nuit? Alors, il faut se méfier bien sûr de ce que dit Biden, mais il a tout de même été extrêmement inquiétant, Biden. Nous n'avons pas été confrontés à la perspective d'une apocalypse depuis Kennedy et la crise des missiles cubains. Bonne journée. Oui, bonne journée. Alors, on va essayer de rappeler le contexte. Effectivement, la crise de Cuba, enfin en Europe en tout cas, depuis 1962, il n'y a pas eu de crise nucléaire de cette nature. Il y a eu des crises nucléaires à travers le monde, l'Inde, la Chine, le Pakistan, l'Iran, vous les connaissez, la Corée, elles existent. Mais au cœur de l'Europe, entre les États-Unis et la Russie, qui est la descendante de l'URSS, c'est une nouveauté de 60 ans. D'ailleurs, on va fêter l'anniversaire la semaine prochaine. Les 60 ans de Suez, c'est la semaine prochaine, c'était en octobre 1962. Qu'est-ce qu'a dit Khrouchtchev? Khrouchtchev, le 24 octobre, il donne la définition de la dissuasion. Il dit « Si les États-Unis veulent cette guerre, alors nous nous retrouverons en enfer ». C'est ça la dissuasion. La dissuasion, c'est la capacité et la volonté affichée de deux États possédant l'arme nucléaire de se détruire mutuellement. De manière à... Et c'est évidemment le principe de cette dissuasion qui fait qu'ils ne peuvent pas se faire de la guerre entre eux. La dissuasion a fonctionné avec Khrouchtchev en 1962 parce que, par rapport à la menace de cette guerre nucléaire que déclenchaient les Russes et dans laquelle les Soviétiques et les Américains étaient entraînés, il y a eu des négociations. Et 2 jours après, Khrouchtchev a bien fait machine arrière. Les Américains se sont engagés à ne plus jamais envahir Cuba parce qu'ils avaient quand même fait une opération un petit peu malencontreuse qui est mal tournée. Et il y a eu, à ce moment-là, les Soviétiques ont enlevé leurs armes. Mais je suis d'accord. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui. Parce que l'important, il y a eu des négociations secrètes. Oui. Donc il y a eu des négociations. On est sorti de la crise nucléaire par des négociations. Et là, il y en a des négociations. Pour l'instant, évidemment. Alors, on va comparer les deux situations entre ce qui se passe actuellement. La différence principale aujourd'hui, c'est que ce n'est pas une confrontation directe entre la Russie et les États-Unis, c'est une confrontation indirecte entre la Russie et les États-Unis au travers de l'Ukraine. Le message de la Russie, c'est de dire je veux vous dissuader de continuer à supporter les Ukrainiens au risque que cette guerre mette en jeu les intérêts vitaux de la Russie. C'est quoi les intérêts vitaux de la Russie? L'Ukraine ne fait pas partie des intérêts vitaux de la Russie. Enfin, je ne vois pas pourquoi on risquerait la destruction de New York pour sauver Kiev. Du point de vue d'une dissuasion américaine, ça n'a pas de sens. Par contre, du point de vue russe, la question c'est quoi les intérêts vitaux de la Russie? On peut se poser la question sur le Donbass, on peut certainement se poser la question sur la Crimée. Donc le but de Poutine et la réponse de Biden, c'est de faire monter les enchères. Les armes sont prêtes. Est-ce que la volonté est là? Est-ce qu'on est prêt à aller jusqu'à l'escalade? L'escalade, je termine, dernier point. C'est pour ça que le concept de bombe nucléaire tactique n'a pas vraiment de sens. Le fait de tirer une arme nucléaire, quelle qu'elle soit, de quelque puissance que ce soit, avec quelque motif que ce soit, ça déclenchera une réaction. Les Américains l'ont annoncé, donc ça déclenchera une escalade. Et là, avec l'échelle de perroquet, on ne sait pas où ça s'arrête.
Donc il faut absolument éviter l'explosion de quelques bombes nucléaires de quelque puissance que ce soit. Non, mais moi je voulais dire la différence entre 62 et aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, Brejnev n'était pas un électron libre. Khrouchtchev n'était pas un électron libre. Non, Khrouchtchev n'était pas un électron libre. C'est-à-dire qu'il a été entouré d'un politburo. Et vous pensez que Poutine... Il a été entouré d'un politburo et d'ailleurs ensuite il a été renversé par le politburo. Aujourd'hui, on a un Poutine qui est manifestement un électron libre. Et c'est ça la vraie différence, c'est qu'on n'a plus affaire au même régime, qui était le régime soviétique. On entourait. La situation, c'était mieux. C'était mieux parce que c'était plus rassurant. Oui, c'est voilà, il y avait un autre la différence. Tout ça vient quand même de ça vient de la folie de Poutine, parce qu'on parle de Biden ne fait que répondre, il essaye de répondre et de maintenir la dissuasion nucléaire. Biden, il fait que répondre, je ne suis pas tout à fait d'accord. Quand Joe Biden déclare que c'est un boucher, Vladimir Poutine, ou lorsqu'il déclare qu'il y a des crimes contre l'humanité, au détour d'une question qu'un journaliste pose, on peut se poser la question aussi d'une forme de bellicisme des deux côtés, en tout cas en langage, qui ne participe pas d'une désescalade et d'un cessez-le-feu et de négociations, comme un certain nombre d'autres pays dans le monde, par ailleurs, qui ne sont pas occidentaux, proposent à ce qu'il y ait un cessez-le-feu. Ça a été le cas de M. Modi en Inde, du président Xi Jinping en Chine, de M. Erdogan. Donc il y a quand même une voie à la sortie de crise, je pense qu'il faut l'explorer. Moi, je suis un peu inquiet parce que Vincent Hervouet a quitté Paris. Et je vois dans son départ de la capitale peut-être une source d'inquiétude. Il est avec nous en direct d'un lieu que je ne citerai pas pour préserver ses intérêts. Bonjour, cher Vincent Hervouet. J'essaye d'apporter un peu de sourire, effectivement, à une actualité qui est lourde. On vous reconnaît à peine, là. Vous êtes dans Contre-jour, ça s'appelle. Est-ce que vous êtes avec nous? Vous m'entendez ou pas? On va faire court. Vous m'entendez pas très bien là. Manifestement, votre abri atomique n'est pas équipé pour faire passer. Présenter avec un sujet qui est beaucoup trop grave pour faire de l'ironie. Ah bah vraiment, c'est le réfrigérateur qui dit au congélateur t'es froid. Bon, dites-moi. D'abord, je voulais vous montrer une image. Je voulais que vous me la décodiez tous les deux. C'est cette image de la reddition russe hier, certains disent mise en scène. On voit effectivement les caméras très proches des soldats russes, on voit des gens qui sont arrêtés. Alors on va aller voir ces images et je voulais savoir si ces images, entre guillemets, et pardonnez-moi de l'expression, sont bidons, si elles relèvent de la mise en scène ou si vraiment... Alors c'est des images diffusées par la chaîne ukrainienne. Moi je me méfie bien sûr toujours, vous voyez le drapeau blanc des Russes qui arrivent et qui en fait se rendent. Donc vous voyez tout ça est filmé d'une manière, j'allais dire comme dans un film, hein, bien sûr. Donc les Russes descendent et voilà, les caméras sont là. Donc nous on ne peut pas vérifier bien sûr la réalité de ces images. Les images de propagande, ça a toujours existé depuis toujours. J'imagine l'impact qu'elles ont si elles sont diffusées sur les grandes chaînes ukrainiennes. Mon général, comment vous décodez ces images qui ont été produites hier ? Écoutez, le but de ces images, c'est de faire ce qu'on fait en ce moment. C'est de les commenter, de se poser cette question. Et en ce moment, tous les plateaux du monde font la même chose. Donc, objectif atteint. On voit effectivement des Russes qui se rendent, qui sont mis à terre, dont le contrôle est pris par les Ukrainiens. Dans toutes les guerres, il y a des redditions, il y a des défaites, il y a des prisonniers. En général, on ne les met pas en scène. Donc, le simple fait de les mettre en scène, c'est un signal de communication. Mais elles sont j'allais dire, elles sont vraies, ces images. Que ce soit vrai ou pas vrai, c'est pas très important, finalement. Ce qui est important, c'est le message qu'elles signent. Bon, des redditions, et je terminerai parce que des redditions, il y en a eu également du côté russe et du côté ukrainien. Souvenez-vous de l'affaire de Mariupol, on voit des dizaines de soldats qui sortent avec des drapeaux blancs. Bon. La guerre, c'est des redditions et c'est aussi des prisonniers. Vincent Hervouet, vous êtes sur la même ligne que le général Clermont ? Totalement d'accord. Il y a beaucoup d'images de propagande dans cette guerre. Il y a trop d'images. Je sais pas, cela me donne l'impression effectivement de sentir un peu le montage, la mise en scène. Les soldats ne sont pas trop fébriles, je trouve. L'intervention de Biden hier, comment vous la décryptez, l'apocalypse ? Écoutez, on a un président qui n'arrête pas d'agiter la menace, qui dit qu'il faut le prendre au sérieux, qu'il ne bluffe pas, c'est Poutine. Nous avons maintenant un autre à Washington qui dit qu'il n'y a pas de bluff et que l'apocalypse est possible. Alors, à qui est-ce que Biden
parle pour Moscou ou est-ce qu'il parle pour nous? Toute la question est là. C'est très difficile de savoir s'il s'appuie sur des informations, s'il y a quelque chose qui a changé, par exemple, dans le dispositif russe, ou si c'est simplement une estimation, une évaluation. Comme on a à Washington un président qui est lacunaire, pour pas dire souvent absent, et qu'on a à Moscou un homme qui ne donne pas l'impression d'être totalement dans la rationalité, on est dans un moment qui est effectivement très inquiétant. J'ajoute à ça que si Saddam Hussein avait eu l'arme nucléaire, si Kadhafi avait eu l'arme nucléaire, si Noriega avait eu l'arme nucléaire, si je sais pas, Duvalier avait eu l'arme nucléaire, si toutes ces représentations successives du mal aux yeux des Américains avaient eu l'arme nucléaire, il serait toujours en place. Électron libre, disait tout à l'heure Georges Fenech, vous validez pour Poutine? Non, oui, je valide bien sûr ce que dit Monsieur Fenech. Vous savez, le Kremlin, il y a toujours eu des soviétologues, il y a toujours eu des criminologues. Mais en réalité, on a l'impression, on est comme dans un sous-marin, vous savez, on envoie des coups de sonar et puis il vous revient des bruits de casserole et qu'il faut interpréter. Et sur Moscou, on s'est souvent trompé. Nous, Français, les premiers, par exemple, il y a un an, il n'y a même pas un an, il y a 7 mois, on était absolument convaincus qu'il bluffait, qu'il ne passerait pas à l'attaque en Ukraine. On s'est vraiment lourdement trompé, ce qui incite plutôt à la prudence et à la modestie. Merci Vincent Hervé. Je vais vous laisser donc continuer à peindre ce tableau qui est derrière vous et penser à autre chose qu'à la guerre, puisque vous avez choisi de fuir Paris désormais et de vous consacrer à votre vie artistique. À votre vie artistique. Mon général, est-ce que, comme je l'entends ici ou là, la Russie a perdu la guerre? Alors, je pense que ça va nous aider à répondre à la question précédente et à la réaction de Biden. Les Américains ont défini les conditions dans lesquelles une arme nucléaire l'emploi pourrait être considéré par les Russes. Pas le conditionnel, hein. Pas pourra, pas sera, mais pourrait. La dissuasion, le nucléaire, c'est toujours de l'ambiguïté, c'est toujours du doute. Le but, c'est de rentrer dans la tête de l'autre en lui mettant du doute. J'entends bien, mais Donc je réponds à la question. Les deux conditions pour lesquelles ce doute augmenterait, c'est une défaite militaire de la Russie et un changement de régime au niveau du Kremlin que, évidemment, Poutine ne peut pas tolérer. Poutine ne peut pas perdre la guerre. Mais sur le terrain, parce qu'on a peu d'informations, est-ce que la guerre est perdue sur le terrain? Pourquoi il fait cette déclaration maintenant, Biden, et pas la semaine dernière? Parce qu'il y a la contre-offensive ukrainienne, dans laquelle les services de renseignement américains disent officiellement plus Poutine est en difficulté et plus il est dangereux et plus il sera prudent. Donc c'est dans ce contexte-là qu'il rappelle les fondamentaux de la dissuasion nucléaire. Mais vous, est-ce que vous avez un avis sur ce qui se passe sur le terrain? Est-ce qu'on sait ce qui se passe sur le terrain? La guerre est perdue ou pas? La guerre n'est pas perdue, la guerre évolue. Pour l'instant, ce sont les Ukrainiens qui ont l'avantage. Et tout le monde joue la montre. Joue la montre en attendant l'hiver qui va forcément... Il fait moins de 30 là-bas en hiver quand même, qui va calmer un peu les combats. Là, ils vont essayer de se refaire une santé des deux camps pour reprendre les combats en février. Donc on est dans une espèce d'agitation du spectre nucléaire, parce qu'en réalité, la vérité, c'est toujours sur le terrain que ça se passe. Aujourd'hui, les Américains le disent, je pense qu'ils ont raison, il est beaucoup trop tôt pour dire que l'armée russe est en perdition. C'est pas vrai. J'ai l'impression que les gens disent les choses telles qu'ils voudraient qu'elles soient parfois. Et j'entends ça. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas vrai, mais on n'a pas suffisamment d'analyse pour le dire aujourd'hui. L'histoire militaire russe nous montre qu'une retraite peut être stratégique. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être le cas? Est-ce que vous pensez que, comme face à Napoléon, comme après, est-ce que les Russes pourraient employer, disons, une évolution de la ligne de front, une retraite stratégique? En 10 secondes. Écoutez, je pense que vraiment l'armée russe n'a plus rien à voir avec la grande armée d'Alexandre Ier, pas plus qu'avec l'armée soviétique. Elle est criblée de difficultés, elle a été épuisée par la corruption, elle est mal commandée. Une retraite se passera très mal du côté russe. Ce ne sera pas une retraite en ordre telle qu'il l'avait pratiquée jusqu'à présent. Mon général, je vous remercie grandement de nous éclairer chaque matin. Et plus que cela, on va marquer une pause et on va revenir pour évoquer tous les sujets du jour. Il y a la sobriété énergétique. J'observe que personne n'est en col roulé aujourd'hui. Vous ne suivez pas les injonctions de la présidence de la République.
République et je le regrette. Et puis on parlera également de Jean-Luc Mélenchon. Vous avez vu le tweet de Jean-Luc Mélenchon? Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, là, on va danser la carmagnole. C'est le 18 octobre. Voilà, c'est la révolution. C'est la culture française. Ah oui, ça, c'est la culture française. Ça, la Révolution française. Franchement, vous m'avez manqué. Vraiment, le Capitole, c'est pas bon. C'est la fin du monde, mais là, c'est la culture française. On va chercher le roi, la reine et le dauphin. C'est la culture française. Je crois que vous aimez bien mais c'est l'histoire, non? Il a raison. C'est vrai, bien sûr. Et bien sûr, il existe une France mauvaise. On peut discuter de la comparaison, c'est autre chose. Il existe une France mauvaise. Marie-Antoinette et Madame Macron. Surtout sur l'intention. J'ai hâte de vous entendre. Oh là là. Vous aviez manqué. C'est systématique. À chaque fois qu'il y a un sujet, hop, il s'échappe. Laurent Geoffroy. Il s'échappe. Je sais ça qui vous déplaît. Vous êtes le... Non, évidemment, ça vous énerve. Vous êtes une anguille. C'est anguille. La pause. Il est pile 9h30, Audrey Berthaud. Dans l'Oise, on vous en parlait hier, des adolescents agressés un de leurs camarades en situation de handicap. Les 4 agresseurs de 15 ans ont été placés en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour violence aggravée. La victime s'est vue délivrer 2 jours d'ITT. Y a-t-il trop d'assistanat en France? Près de 2 Français sur 3 pensent que oui. C'est le résultat d'un sondage. Et là, pour les Échos, ils pensent que notre modèle social n'encourage pas à faire des efforts. 44% des Français estiment également que le niveau des aides est trop élevé. Et ce sentiment est partagé quasiment dans toutes les catégories socio-professionnelles. Enfin, regardez cette image de bébés pandas roux qui sont nés en juillet au zoo de Lille sont aujourd'hui en bonne santé. C'est ce qu'a annoncé la mairie de la ville, qui salue un événement très rare. Les 2 nouveau-nés, un mâle et une femelle, vont rester encore quelques semaines à l'abri auprès de leur mère qui s'appelle Mambo. Et vous pouvez d'ailleurs voter, Pascal, jusqu'à fin octobre sur le site de la mairie de Lille pour nommer les 2 nouveaux pandas. Ah oui? Oui. Comment on peut appeler un panda? Vous avez une idée de nom ils sont pour un adorables. panda? Oui, ils sont Pascal, c'est bien, je trouve. Pascal pour un panda? Bien sûr. Pascal le panda. Vous avez bien fait de revenir, vous nous aviez manqué, Monsieur Geoffrin. Bon, la sobriété énergétique. Vous avez vu le clip du gouvernement hier? Vous l'avez pas vu? Non, vous l'avez vu? Non, je pas vu. Le clip? Oui, le clip. Parce Ils nous que... apprennent à enfiler un pull, non? On va le voir parce qu'il nous montre des mains sur des boutons qui tournent. Les mains qui règlent le chauffage. Les mains propres, puisqu'on l'a appris à les laver la dernière fois. Ça continue, ça contribue de l'infantilisation. Écoutez, tout de suite. Honnêtement, là, je vais pas faire. Franchement, le clip, il m'a pas choqué. Puis j'ai écouté en 73, il y avait des injonctions. C'était Pierre Messmer qui était Premier ministre lors du premier choc pétrolier. Il y avait des injonctions de la même manière, faites ci, faites ça, et ça pouvait exister. Voyez ce clip. Les injonctions, d'incitation. Voyez ce clip. Économiser l'énergie, on agit, on réduit. Chaque geste compte. Je baisse, j'éteins, je décale. Je baisse. Non mais ça c'est quand même. Pierre Messmer ne parlait pas comme ça. En fait. Je suis désolée de vous dire que... Compagnon de la Libération, Pierre Messmer. Il avait combattu à Bir Hakeim. Je vous demande un peu de respect. Ben justement. Je vous demande un peu de respect. C'est pas n'importe qui, Pierre Messmer. Attention. Mais... Non, mais je note que précisément, vous dites il y avait déjà eu des injonctions. Mais moi, je veux bien qu'il y ait des injonctions. C'est pas mon sujet. Que l'État gère une pénurie, on peut discuter des causes et il peut reconnaître sa responsabilité au lieu de la transférer sur nous. Ce serait agréable. Oui. Mais maintenant que nous en sommes là, les injonctions ne me gênent pas. Mais le ton des injonctions... Le ton, sérieusement, ça vous gêne ça, non, mais je baisse, j'éteins, je décale. J'ai pas 4 ans et demi, je les remercie. C'est vrai. C'est vrai. On revient un peu à la même... Vous êtes d'accord Non, moi ça me gêne. Je trouve ça un peu infantilisant, mais j'ai une solution. On devrait avoir chacun un compte carbone. Ah bah voilà, comme on a un compte bancaire, c'est vrai. Passe
carbone? On devrait. Je ne sais pas, moi, ce que je dépense comme carbone. C'est idiot. Au lieu de me donner des conseils de me laver les mains, etc., on devrait dire, voilà. Et on devrait l'écrire sur le front. Attendez, laissez-moi terminer. Il devrait être marqué sur le front. Non, il faut que ce soit confidentiel, comme le compte bancaire, c'est pareil. Et volontaire, hein. Je ne dis pas qu'il faut le rendre obligatoire, mais simplement, il y aurait beaucoup de gens, à mon avis, qui le prendraient pour savoir ce qu'ils dépensent. En gros, il faut dépenser 9 tonnes de carbone en moyenne par an, puis après diminuer. Et si vous ne le savez pas, alors du coup, on vous dit, baissez votre bouton, faites ci, faites ça. Là, on vous donne votre horaire de la journée. Alors, à telle minute, vous faites ça, à 20h12, vous faites ça. Enfin, ça devient fou, quoi. On devrait savoir ce qu'on dépense en carbone. Mais le monde ça, on pourrait l'ajuster sous sa propre responsabilité, comme on veut. Mais simplement avec cet objectif de diminuer la dépense carbone. Vous ajustez déjà. Tout ce qu'on voit dans ce clip, on le fait déjà. On le fait pas assez. Vous nous expliquez qu'il faut fermer les fenêtres en hiver. Je sais pas, ma grand-mère me le disait déjà quand j'avais 4 ans, en fait. Oui, pas chauffer et non, dehors, parce que c'est vrai que c'est plus agréable de vivre par 22 degrés que par 19. Il faut être honnête, c'est plus agréable. Enfin, ça tient pas compte moi, non plus précisément, chez moi, on me disait, tu mets un pull de plus. Voilà. Ça tient pas Je compte suis non plus. désolée. Oui, mais les gens ne le font pas, donc subi d'un certain nombre de gens. Oui, mais je trouve que si on avait ce compte carbone, on ne serait pas obligé de donner tous ces conseils ridicules. Mais si les gens chacun pourrait ajuster sa consommation selon il le ferait pas, son souhait. Bon. Il y a beaucoup de gens qui le feraient. Mais de fermer les lumières, enfin, on a été élevés dans cet esprit-là. Nos parents nous disaient éteins la lumière. C'est pas Versailles. Voilà. Pas Versailles ici. C'est pas Versailles ici. C'est pas Versailles ici. Bon, et sur le fond, est-ce que vous trouvez que c'est, par exemple, moins d'eau chaude dans les sanitaires des bâtiments des administrations? Vous trouvez que c'est des gadgets ou pas? Réduction de la vitesse. Chaque mesure est un peu ridicule parce qu'elle est toute petite. Mais en fait, c'est l'addition qui fait. Vous savez que les fonctionnaires vont être obligés d'être à 110 km/h sur autoroute. Donc il va falloir qu'ils accélèrent. J'enlève cette... Je l'ai dit, donc je blague. C'est pour rigoler. J'ai fait cette blague déjà hier soir. Faut pas faire 2 fois les mêmes blagues. Bon, réduction de la vitesse pour donc les véhicules de service. Il y a également... Oui, ce qui est drôle. Non, mais ce qui est drôle, c'est que probablement, il y a 2 ans, il y avait l'inverse. Ils étaient obligés de mettre le chauffage un peu plus fort pour éviter que les gens tombent malades. C'est la succession de ces injonctions qui est un peu... Ils n'ont pas osé faire un truc qui sera important, c'est de réduire sur l'autoroute de 130 à 110. Parce que là, les gens sont dans l'arrêt. Je pense qu'ils vont en profiter assez rapidement, parce que ça a déjà été évoqué. Ouais, ça sera peut-être fait dans quelques mois. Ouais, mais bon, ils hésitent là, parce que... Malheureusement, ça ne fait que commencer. Oui. Malheureusement. Mais c'est sûr. Ça ne fait que commencer, parce qu'il faut qu'on réduise de je sais plus combien, 40-50%. Alors, moi, je vais vous dire... gaz carbonique. Ça demande des efforts, c'est sûr. Non, mais là, c'est pas le gaz carbonique. Là, je vais vous dire, payer pour les erreurs de ceux qui nous gouvernent depuis 10 ans, moi j'en ai marre en fait. Non, mais parce que c'est leurs erreurs. Le dérèglement climatique ne vient pas de ce qu'ont fait les gouvernements. Si nous avions... Attendez. Si nous avions notre parc nucléaire en pleine fonction, avec le choix nucléaire qu'on aurait dû faire, en clair, si Nicolas Sarkozy avait été élu président de la République en 2012, on n'en serait pas là. Pardonnez-moi de le mettre. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on a fermé les centrales actuelles sont à l'arrêt. C'est pas de la faute du gouvernement, c'est pour des raisons techniques. Non. Et parce qu'on n'a pas parce qu'il y a eu un sous-investissement dans la maintenance. Donc moi j'en ai ras-le-bol de payer pour des gens qui sont mauvais et qui prennent des mauvaises décisions et qui nous mettent nous en difficulté. Il y en a ras-le-bol. Oui, mais moi, si vous voulez, qu'on soit des bons citoyens, civils, qu'on applique des mesures, voilà, d'accord, mais ce qui m'importe le plus, c'est de savoir, dans la durée, quels sont les moyens pour assurer notre indépendance énergétique, rétablir le nucléaire, précisément, comment on va réouvrir certaines centrales, comment on va en construire d'autres, et puis comment sortir de ce prix européen qui nous a plombé. C'est ça qui m'intéresse. Là, dans la transition, chacun fait attention, mais on fait déjà attention. Et je rappelle qu'il y a des millions de Français qui ne se chauffent même plus parce qu'ils n'ont même plus les moyens de se chauffer. Donc tout ça, c'est des coups d'épée dans l'eau. Ce qui est important, ça existe déjà, votre truc. Hein. Voilà. Oui, ça existe. Oui. Bank Only One, Bank Vert, qui calcule votre empreinte carbone. Voilà, c'est ça. Mais il y a beaucoup de gens qui le feront probablement. C'est pas du tout une utopie, ça existe. Oui, ça existe. Il y a des villes qui le font, etc. Après, il faut le généraliser, c'est ça. Bien sûr, généralisons. Oui. Après, le fait qu'il y ait un certain nombre de mesures là, qui soient proposées par le gouvernement, qui s'adressent aux administrations publiques ou aux entreprises, moi, ça ne me choque pas plus que ça. C'est quand ça touche, si vous voulez, aux particuliers. Je veux dire, ça fait quand même 2 ans qu'on a vécu sous le régime de la pandémie et qu'un certain nombre de comportements humains, civiques ont été dictés par des règles, des plaquettes, des formats de communication un peu comme celui-ci.
C'est quand même un mauvais souvenir de voir revenir M. Véran, qui, le même M. Véran, va maintenant passer de docteur S-Covid à docteur S-Énergie et expliquer aux gens à quelle heure faut-il faire leur machine à laver, à quelle heure faut-il, à combien faut-il se chauffer. Voilà. Et effectivement, les gens vont être reconfinés chez eux et pour d'autres nouvelles raisons. Et j'ai peur qu'on entre, si vous voulez, dans quelque chose de cyclique qui va continuer d'année en année avec encore d'autres prétextes. Et je me désole d'une forme d'habitude sociale, d'habitude civilisationnelle de ce pays à accepter et à encaisser encore jour après jour ces mesures. Parce que les gens, ils acceptent de la servitude volontaire. L'Élysée prévoit une hausse de son budget de 5 millions d'euros en 2023, soit une hausse de 4%. Ce sont les déplacements du président. Sur le budget. Sur le budget. Ça vous fait rire, hein? Diplomatique. Donc l'Élysée prévoit une petite hausse. Nous, on va baisser, mais l'Élysée, un petit peu. Mais c'est pas grave. Vous êtes effédiste. Mais je suis pas effédiste. Il y a déjà eu beaucoup de travaux qui ont été engagés à l'Élysée. On a refait la salle des fêtes. C'était rouge depuis Napoléon III. Ils ont fait quelque chose, on croirait que c'est encore en travaux. Le temps d'éclairage, c'est pas joli. Le temps d'éclairage avant ou après les matchs sera réduit de 50% pour les compétitions en journée et de 30% en soirée. Bon, je sais pas ce que ça veut dire. Pendant qu'on aura de la neige en Arabie Saoudite dans 2 ans. Et il y aura de la neige en Arabie Saoudite, oui. Tout le monde comprend que voilà, c'est pas ce qui va changer. Mais grâce à tout ça, le réchauffement climatique va s'arrêter sur l'ensemble de la planète parce que nous, les Français, on va éteindre la lumière à 10 heures. Ça, c'est un mauvais argument, encore une fois. Mais enfin, on est responsable d'1% des émissions de gaz à effet de serre. Les Français ne le font pas et les autres ne savent bien qu'il faut donner l'exemple. Je ne suis pas sûr qu'on va donner l'exemple aux Chinois. C'est notre intérêt de faire ça. Parce que les économies qui seront adaptées... Qu'on prenne des vraies mesures pour l'écologie, mais pas ça. Qu'on prenne des vraies mesures, qu'on relocalise les activités productives en France, qu'on réindustrialise notre pays, qu'on fasse baisser le libre-échange dans le monde qui, lui, produit du dérèglement climatique, qu'on pose la question de la démographie. Il y a plein de sujets écologiques qui sont absolument fondamentaux. Mais pourquoi ne le traite-t-on toujours que par le petit bout de la lorgnette, à savoir les espèces d'éco-gestes à 3 francs 6 sous et cette espèce de préchiffrage éco-citoyen? Parce que c'est une partie du problème. Non, mais c'est en fait, concéder que c'est une partie infinitésimale. Voilà, c'est toujours pareil. Non, la consommation d'essence n'est pas infinitésimale. Oui, mais le chauffage individuel, il y a 40 millions d'automobilistes. C'est une partie importante des émissions de gaz. Ce qui est vraiment désolant, c'est tu peux multiplier. Non, mais ce qui est désolant, c'est que vous ne prenez pas en compte la réalité physiologique et physique de cette affaire. Voilà. Mais il ne faut pas se faire traiter climato-sceptique parce qu'on doute de la méthode. Vous dites ça n'empêche rien. Mais si sur la question, quand Paul vous dit la question de la relocalisation, de la délocalisation, je suis désolée, notamment les normes tatillonnent sur la question de l'écologie réfléchie individuellement sur les entreprises, les ont poussées à partir dans des pays où elles le sont moins. Donc si tout ça est lié, ça n'est pas réfléchi en gros, il faut mais baisser systématiquement les normes, en si on baisse les normes, ça fera plus d'émissions de gaz. Il s'agit pas, c'est pas la question de baisser les normes, c'est simplement de réfléchir la chose, d'inscrire la France dans le monde. Nous ne sommes pas au volant de notre voiture entre notre domicile et le travail. Nous ne sommes pas responsables du réchauffement de la planète. Et ça permet même à l'État de se dédouaner en expliquant, comme vous le dites Charlotte, très justement, que le Français moyen qui prend son véhicule diesel pour aller travailler, qui fait 20 km, est responsable de la couche d'ozone, là où les grandes compagnies pétrolifères, vous pensez que les émissions de CO2 sont responsables du changement changement climatique, c'est que vraiment il y a quelque chose qui... Si vous pensez vraiment que les émissions de CO2 sont responsables du changement climatique... C'est ce que tous les scientifiques disent, en tout cas. Bon. Si vous pensez le contraire, il faut être contre tout. Mais je suis contre rien du tout. Je dis que tout ça ne sert à rien. Tout ça ne sert à rien, c'est grotesque. Mais je vous laisse la responsabilité de votre incroyance en matière de réchauffement climatique. Mais je ne dis pas ça. Vous caricaturez ce que j'ai dit. Je ne dis pas ça. Mais c'est pas grave. C'est logique un peu aussi. C'est-à-dire que j'en profite pour le ton là depuis quelques jours. C'est exactement, on retrouve le même que pour le Covid. Donc à l'époque, on allait tuer des gens. Là aujourd'hui, on va tuer la planète. Je note que on a beaucoup insisté sur la responsabilité des dirigeants, notamment sur la question nucléaire. Élargissons cette responsabilité au monde médiatique. Parce que, pardon, mais sur les alternatives politiques, sur la question du nucléaire en particulier, les prêcheurs dans les médias étaient eux aussi diabolisants pour n'importe qui proposer un autre message. Donc il y a les responsabilités politiques, évidemment, vous avez raison, on paye tout en même temps. Mais franchement, la responsabilité médiatique est énorme sur tous ces sujets. Donc, l'espace médiatique, on en a eu un exemple hier, Charlotte, je l'ai dit tout à l'heure, Annie Ernaux a vraiment beaucoup de qualités littéraires, mais personne n'imaginerait... Houellebecq, par exemple, il pourrait avoir le prix Nobel, mais c'est un réactionnaire, il ne le sera jamais. Donc l'espace médiatique est dominé par un tropisme de gauche, voire d'ultra-gauche, voire d'extrême-gauche. Ce que Houellebecq avait dénoncé lui-même, cher Pascal, puisque Houellebecq avait dit il a le fait paysage soumission, politique donc il aura est de centre-gauche.
Soumission, ça t'enlève. Le fait d'avoir écrit soumission... Un million d'exemplaires. C'est terminé. Je n'en sais rien, je m'en aperçois, c'est tout. Je suis comme vous. Le paysage médiatique, le Figaro, c'est de gauche, donc. Il y a bien que le Figaro... TF1, c'est de gauche. TF1, c'est bouffé par la gauche. C'est tenu par la gauche, TF1. C'est pas la question. Mais c'est pas sérieux. Ce genre de choses n'est pas sérieux. Alors, je vais vous dire. En France, il y a plusieurs émetteurs médiatiques. Cher ami, dire que la gauche domine tout, c'est grotesque. Cher ami, tous ces jurys, allez-y, parlez. Tous ces jurys, vous pouvez les prendre un par un, les Césars, le Festival de Cannes, le prix Nobel, tous. Vous pouvez le prendre tout, le palmarès depuis 20 ans. Vous verrez jamais une personnalité de droite. Houellebecq, il a été encensé par toute la critique. Depuis quelques années. Depuis qu'il a pris un certain nombre de positions, c'est pas grave. Parce que Houellebecq, je peux vous dire qu'à Libération et à l'autre, il y a eu des critiques dithyrambiques pour Houellebecq. Non mais juste une question. Il y a eu une critique de ses idées politiques, c'est autre chose. Laurent Geoffrin, vous répondez systématiquement la même chose sur la question médiatique, c'est-à-dire il existe le Figaro quand on parle de l'orientation. Non, vous faites tout le temps la même chose, c'est-à-dire que il ne s'agit pas de pointer des groupes privés. Vous prenez le service public qui est le seul sur lequel on peut avoir une exigence de pluralisme, elle n'existe pas. Et vous ne pouvez pas prétendre le contraire, c'est impossible. Quand vous dites le paysage médiatique, c'est tout le monde, c'est pas seulement le public. Mais non, je ne peux pas exiger des groupes privés qui changent de ligne. Non. J'entends, vous dites que le paysage médiatique est dominé par la gauche. Je dis c'est pas vrai. Le seul, allez sortez de Paris, vous allez voir que partout vous ne captez, dans les écoles de journalisme. Allez voir à l'école des journalistes et vous allez voir. Allez voir. Ne répondez pas. Et Houellebecq l'avait dénoncé. On a eu 50 fois cette idée. Vous êtes le hamster dans sa roue. 80% des journalistes sont à gauche. Le service public aujourd'hui, France Télévisions, tous les soirs, je zappe. Ça s'appelle du militantisme sur les mêmes sujets. C'est de la propagande. Mais parce que vous êtes très 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 à droite, alors évidemment tout vous paraît biaisé. Tout vous paraît biaisé, voilà. Évidemment. Quand on ne pense pas comme vous, on domine. Vous venez d'apporter la preuve. Je vais la citer, j'écoutais Laura Adler hier. Expliquer que les entreprises qui font des profits, qui ne connaissent rien du tout à l'économie, évidemment, elle ne connaît rien du tout. Donc elle porte la parole démagogique sur les entreprises doivent autant donner que les particuliers. Mais elles donnent déjà beaucoup, les entreprises. Elles donnent, elles donnent déjà beaucoup. Mais bon, peu importe. Non, mais c'est que Laurent Geoffrin n'a jamais été gêné. Peu importe. Il s'agirait juste que Laura Adler, elle est un contradicteur et ce serait parfait. Oui, peu importe. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de contradicteur sur le service public. En tout cas, le chroniqueur économique de France Inter, il est libéral. Bon, en tout cas, je ne sais pas si je suis très à droite. Mais il y a que vous qui parlez. Bon. Non, il y a que moi qui réponds. C'est ça la différence. La tenue traditionnelle à l'école. Voilà un bon sujet. Ça n'existait pas, ça. Traditionnel, Berrichon. Les tenues traditionnelles à l'école, les tenues religieuses. Ça n'existait pas, bien sûr. C'est interdit. Oui, mais ça n'existait pas surtout avant. C'était le déni, mais il n'y en a pas. Et puis alors maintenant, le réel. J'avais dit ça, moi. Mais si, arrêtez de. Est-ce que vous pouvez vous taire 5 minutes ? Le ministre de l'Éducation nationale lui-même le nie il y a encore 2 semaines. Enfin, on nous explique. Non, il n'a pas nié, il a minimisé. Soyez gentil, Laurent. C'est la même chose. Je me tais, d'accord. Bon, taisez. Est-ce qu'on peut mettre du scotch sur la bouche de Laurent ? Vous voyez ce sujet de Stéphanie Rouquier, parce que c'est très intéressant, évidemment, ce qui se passe à l'école. Là, le réel saute aux yeux de tout le monde. Fin septembre, dans ce lycée de la Seine-sur-Mer, 4 élèves sont arrivés en camis, une tenue traditionnelle musulmane, pour faire la photo de classe. Une enseignante voyant la scène leur a demandé de se changer pour refaire la photo. De nombreux parents d'élèves réagissent à cet incident. Je pense que c'est pas adéquat au lycée. Voilà, on devrait pas. C'est laïque normalement. Oui, ça choque un peu quand même. Ouais. Les 4 élèves ont posté la vidéo sur les réseaux sociaux et expliquent que c'était une blague. Une plaisanterie qui relance le débat sur le port des signes religieux au sein de l'établissement. S'ils laissent rentrer les gens avec des croix, pourquoi on n'aurait pas le droit de venir en camis, ou par exemple avec le voile et tout, ou montrer notre signe religieux. Enfin, je trouve que c'est injuste un peu. Moi perso, moi je l'aurais pas fait. C'était pour délirer. Ça peut passer, c'est pour délirer. Je pense que chaque personne devrait venir comme il le souhaite au lycée. Le rectorat salue la réaction rapide et adaptée de l'enseignante. Après discussion avec les élèves et leurs parents, aucune sanction n'a été prononcée à l'encontre de ces lycéens. La solution, c'est l'uniforme. Rétablir l'uniforme dans les établissements scolaires. On n'aurait plus. L'imposer, parce qu'il n'y en a jamais vraiment eu. Parce que là, c'est encore un sujet qui a été totalement nié. Pardon, Laurent Geoffrin. Mais pas du tout.
Si. Laurent, Et il me parle. Non, mais c'est vrai, depuis le rapport de Aubin, vous vous souvenez, depuis 2004, on a nié ce phénomène. Et aujourd'hui, il nous explose en pleine figure. Bon. À tel point que le ministre actuel nous dit il va nous donner des chiffres. On va avoir des chiffres officiels au mois d'octobre. Combien d'incidents sur le port de signes religieux. Moi, ce qui est vraiment inquiétant, c'est ce que j'entends des jeunes, là. Vous avez entendu comme moi. C'est-à-dire qu'eux, ils considèrent qu'il n'y a pas de problème, on peut s'habiller comme on veut. Pourquoi la croix et pas ceci et pas cela? Donc la laïcité est en train de devenir un concept creux pour la jeunesse d'aujourd'hui. Et c'est ça qui est inquiétant. Charlotte. C'est même pas une question de laïcité, c'est quand il y a un relativisme absolu même sur la question culturelle. Il n'y a plus de repères du tout, mais on les a créés ces jeunes, on les a bien voulu. Donc le problème, c'est que ce relativisme total, cette incapacité à différencier une culture française du reste des cultures et de penser que la seule différence est déjà une insulte. Souligner la différence est déjà une insulte, c'est une chose. Et ensuite, enfin, évidemment que ça a été nié pendant des années et des années. C'était impossible d'en parler sans se faire insulter. Et en effet, le rapport Aubin, il le dit lui-même à l'époque, c'est un gouvernement, ça va vous faire plaisir, Laurent Geoffrin, de droite. Qui, à l'époque, vote la question de l'interdiction. Là, tout à coup, vous devenez. Ça vous intéresse. Ils votent l'interdiction du voile et ils le disent eux-mêmes à l'époque. Le rapport Aubin, on n'a pas voulu le voir parce que ça faisait trop de choses en même temps. Donc ça a été mis sous le tapis. Il arrive plusieurs années après. Il le dit lui-même. Personne n'a voulu m'entendre. Ça vient pas de nous. Enfin, vous n'allez pas me dire que tout le monde s'est préoccupé de ce sujet. D'où la fameuse phrase « on paye toutes les factures en même temps ». Et ceux qui nous gouvernent, parfois, on souligne ceux qui ont été à gauche. Il faudrait aussi parler de ceux qui ont été à droite. 40 ans de faillite française dans tous les domaines. Et on a les factures dans tous les domaines en même temps. Et la crise française, elle est si vous ne me donnez jamais la parole. Vous l'avez tout le temps. Laurent, je l'ai moins que vous, admettez. Pas le même. Non, je pense effectivement, là on le voit, et ça vient d'être dit. Par exemple, les services du ministère de l'Éducation, ce sont eux qui ont remonté l'information de la multiplication exponentielle des tenues islamiques traditionnelles à l'école au ministre qui lui-même les a niées longtemps. Et puis après, il y a eu des papiers, notamment un papier dans le Figaro. Et progressivement, les choses ont commencé à prendre un peu d'ampleur. Et il a accepté à peu près le réel alors qu'il le minimisait odieusement depuis un certain nombre de mois. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière cela? Il y a une volonté d'affirmation culturelle, civilisationnelle, la volonté d'ériger un contre-modèle culturel et civilisationnel à un modèle qui est jugé peut-être pas suffisamment attractif, voire contesté ou contestable, qui est celui de la laïcité, et derrière celui de la France. Et donc, on n'est pas sur un petit sujet. Derrière ce petit sujet-là, il y a une multitude d'autres petits sujets qui, mis tous ensemble, mis bout à bout, montrent bien qu'effectivement, la culture française est contestée, qu'elle est dévalorisée, qu'elle est attaquée, et qu'aujourd'hui, eh bien ça, c'est le symbole visible de cette contestation qui va aller croissant. Et je rappelle, par exemple, que le burkini est autorisé dans les piscines rennaises. Oui. Et grenobloises. Grenobloises. À Rennes, oui. Enfin, grenobloise, ça a été cassé. Mais non, mais parce que c'est des mairies socialistes, c'est tout. Donc, comme on ne défend pas... Quand vous dites on sous-estime tout ça, il y a une partie de la gauche qui a sous-estimé, c'est vrai, il n'y a aucun doute. Une partie. Ça, vous avez je vais prendre un exemple qui m'est personnel. C'est moi qui ai publié le premier appel contre le voile en France, le premier. Et c'était en les années 90, après l'affaire de Creil. Vous vous souvenez de ça? Il y a eu un texte de Tello, Badinter, Finkielkraut, etc. C'est moi qui l'ai publié en une de l'Observateur. Donc on ne me dise pas que tout le monde a sous-estimé. Non, moi, je n'ai pas sous-estimé. Excusez-moi de parler moi, mais, pendant ce temps-là, ça m'intéresse. Mais admettez que j'ai toujours... Attendez. Et je vous signale que la France est le seul pays du monde, la seule démocratie du monde qui a interdit le voile à l'école. C'est pratiquement le seul. Donc on n'est pas non plus totalement nul dans ce domaine du respect de la laïcité. Je vois le fait divers là en question, le camis. Bon, ils ont changé, ils n'ont pas pris la photo, les parents ont protesté, le rectorat a dit oui, la prof a eu raison de protester. Ils ont quand même réagi. Ils ne vont pas mettre les gens en prison, simplement il y a quand même une réaction, une résistance. Il y a une loi, elle est appliquée, grosso modo. Donc tout va bien. Pas assez. Tout va bien. Mais non, mais c'est parce que vous êtes dans le Welbeck, là. C'est la soumission. Les musulmans dominent la France. Pas ça, le sujet. C'est ça votre truc. Non. Les musulmans sont au pouvoir. Non, on veut protéger l'école. Pendant que vous vous excitiez sur le voile, vous encouragez l'immigration. On veut simplement protéger notre identité culturelle faite sur la laïcité, c'est tout. Moi, je suis on n'est pas pour une soumission. Je suis aussi laïque que vous. La pause. Ah, pardon. Mais vous me respectez pas, c'est pas possible, quoi. Respect, Pascal. Respect. La pause. C'est bien, nous sommes toujours à l'heure aujourd'hui, il est 10h, Audrey Berthaud.
Les stations-service sont toujours prises d'assaut. Le mouvement de grève dans les raffineries dure depuis une dizaine de jours. Ajoutez à cela la remise sur le carburant chez Total. Résultat, 15% des stations-service sont à sec. Il faudra donc vous armer de patience encore aujourd'hui pour faire le plein. La France pense à envoyer 12 nouveaux canons César à l'Ukraine. Emmanuel Macron l'a annoncé hier. Ces pièces d'artillerie françaises étaient destinées au Danemark. Finalement, la France envisage d'envoyer ces canons César aux Ukrainiens. Depuis le début de la guerre, notre pays a déjà livré 18 canons César. Enfin, Joe Biden efface toutes les condamnations fédérales pour simple détention de cannabis. Personne ne devrait être emprisonné pour avoir simplement consommé ou possédé du cannabis, a-t-il estimé. Il appelle les gouverneurs des États à suivre cette voie et à gracier les personnes condamnées pour un simple délit de détention de cannabis. Audrey, à 9h30, vous nous parliez de la naissance de 2 petits pandas. Est-ce que vous avez des nouvelles de ces pandas depuis 9h30 et est-ce que vous avez également des noms qui sont proposés Ils vont toujours très bien. Pour les noms, je vais faire un petit sondage dans la rédaction et je vous le dirai à 10h30. Ah bon, d'accord. J'aimerais bien que vous nous donniez s'il y a des noms qui ont déjà été donnés. Nous recevons Laurent Oberton, que vous connaissez peut-être parce que son nom est connu. Il avait écrit... Était-ce un ouvrage prophétique? Je ne sais pas. La France orange mécanique. C'était en 2013. En tout cas, l'expression a fait florès, la France orange mécanique. Et là, vous publiez. Alors, c'est un roman qui, évidemment, est un roman à clé, toujours. C'est quoi l'histoire, au fond? C'est la mort d'une civilisation, la mort d'une société, l'effondrement d'une France avec des communautés qui s'affrontent? C'est ça la thèse? C'est à peu près ça, oui. C'est un effondrement, une descente de police dans une cité donc, qui va dégénérer. Un policier va perdre son sang-froid et va tuer des jeunes trafiquants. La cité va s'embraser, les autres vont suivre et l'État, en 3 jours, va s'effondrer. Donc c'est un petit peu 2005 au carré. Bon, je rappelle quand même que vous êtes essayiste, vous êtes journaliste, vous avez fait un travail de criminologie, sur les médias, sur le multiculturalisme. Et la vraie question, au fond, que posent nos sociétés. Et c'est pour ça qu'il faut savoir si on est pour l'intégration, pour l'assimilation ou pour le communautarisme. Est-ce que, sur un même territoire, des sociétés multiculturelles, une société multiculturelle peut vivre? Et je me souviens avoir lu un papier de Pierre Brochand dans le Figaro il y a quelque temps qui disait « ça n'arrive jamais ». C'est-à-dire que le multiculturalisme, c'est une belle idée, mais ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où les communautés s'affrontent et il y en a une qui gagne sur l'autre. Ça ne peut pas cohabiter l'une à côté de l'autre. C'est ça, au fond, la question qui est posée parfois à notre société. Et moi, je n'ai pas la réponse à cette question. Sinon que l'histoire nous montre que le modèle assimilationniste est peut-être plus efficace pour vivre ensemble que d'avoir des gens qui ne partagent pas les mêmes valeurs, si j'ose dire. Oui, je pense que c'est assez largement des questions de quantité. On peut assimiler à dose homéopathique, à mon avis, sans trop de problèmes. Mais là, on parle plus de petits chiffres, on parle de millions d'individus, de cultures très différentes. Et oui, mais la grande majorité sont assimilés, ou en tout cas intégrés. Une majorité des immigrés ne pose pas de problème. Une grande majorité même. Oui, une majorité. Une grande majorité, je ne sais pas, je reste assez prudent. Mais la majorité des problèmes de délinquance de ce pays est le fait d'individus issus de l'immigration. C'est un fait aussi. Et donc ça pose des problèmes très sérieux qui, à mon avis, sont fortement sous-estimés et minimisés la plupart du temps. Bon, hier, et c'est intéressant parce qu'on avait une discussion sur ce qui peut se passer à l'école. Et hier, d'abord, je vais vous faire réécouter le témoignage d'une directrice d'école qui avait interrogé Régine Delfour. Ça fait plusieurs fois qu'on l'écoute. Mais c'est très intéressant parce que c'est quelqu'un qui est sur le terrain et qui rapporte ce qu'elle voit. Les jeunes arrivent en car avec leur établissement. Donc, les jeunes filles ont retiré le voile avant de monter dans le car. Ensuite, elles remettent le voile quand elles arrivent devant l'établissement culturel. Donc, on leur demande de retirer leur voile quand elles rentrent dans l'établissement. Elles le retirent, elles le remettent quand elles rentrent dans l'exposition, par exemple. Clairement, on sent qu'on est dans un combat. C'est-à-dire qu'elle a préparé son truc. De toute façon, elles le font délibérément. Elle a préparé et elle attend de savoir à quel moment on va lui demander de le retirer. Et elles le remettent ostensiblement pour montrer que, par défiance, on le sent ça aussi, hein.
sur les parkings des lieux culturels, etc. On le voit très bien. Je remets mon voile et je vous regarde dans les yeux. C'est très choquant parce que normalement, les écoles sont un lieu qui doit être protégé de toutes ces interventions, qu'elles soient politiques, qu'elles soient religieuses. C'est choquant aussi parce que ça donne le sentiment qu'on instrumentalise quand même les jeunes, d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'il faut aussi mesurer que les jeunes filles, elles sont sous pression des garçons. Ça, on le voit dans les établissements scolaires. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une majorité des jeunes qui trouvent ça absolument normal de porter un signe distinctif. Donc, comment est-ce qu'on va tenir? Bon, la laïcité, ça a fonctionné quand même pendant longtemps. Hein. Voilà. Mais là, ça ne fonctionne plus en réalité. Hein. Vous remarquerez quand même qu'en France, en 2022, cette directrice d'un établissement culturel est obligée de témoigner de manière anonyme et on déforme sa voix. C'est le pire. Ce qui montre bien une bonne partie du problème. C'est quand même... C'est affolant. En fait, c'est affolant. C'est-à-dire que cette dame, si elle prend la parole, elle sait qu'elle est en difficulté. C'est ça que je retiens. Moi, ça m'inquiète, une société comme celle-là. En revanche, ces phénomènes sont peut-être marginaux. Non, moi je ne le pense pas. On a des chiffres pour mesurer la délinquance en France, les violences aux personnes notamment. Les coups et blessures sont à leur record absolu historique. Les chiffres du ministère de l'Intérieur, publiés par Darmanin régulièrement, les chiffres des violences sexuelles sont à leur record absolu historique. 220 par jour, 900 coups et blessures par jour. Le taux d'homicide a atteint son seuil record depuis les attentats de 2016. On a toute une série d'indicateurs clairs, et je ne parle que des faits constatés, les plaintes déposées, sachant que beaucoup de faits passent sous les radars. Je suis vous gêné oubliez de dire que Pascal. les homicides, sur le moyen terme, diminuent. Non, ils réaugmentent depuis pas mal d'années. Mais non, pas du tout. Je veux dire que là, sur le moyen terme, sur 20 ans, 30 ans, le nombre d'homicides a diminué. Renseignez-vous, les tentatives d'homicide, l'homicidité. Mais les tentatives et les homicides, c'est pas la même chose. Ah, moi, je d'accord. parle oui, des c'est sûr. oui, c'est pas du tout. Dans un cas, on meurt, dans l'autre cas, on ne meurt pas. Laurent, ça fait une différence. Georges Fenech. Non, ce que je voudrais dire, je n'aime pas du tout les mots d'assimiler et d'intégrer. Je pense que ce sont des jeunes qui sont français à 100%, qui s'habillent comme tous les jeunes, qui écoutent la même musique, qui vont voir les mêmes films. Donc, parler à un jeune, on va t'assimiler ou on va t'intégrer. Pardonnez-moi, ce que vous dites, c'est pas vrai du tout. Ah ben, laissez-moi dire ce que je pense. Oui, mais je pense que c'est discriminant. Tout le monde n'a pas la même culture. Le vrai problème, c'est ce qui vient d'être dit par Laurent Berton, c'est que au fond, on a une délinquance qui est concentrée quelque part sur des jeunes qui sont effectivement issus d'une immigration en majorité. C'est courageux de le dire, mais c'est une réalité. Et la vraie cause, c'est pas le problème d'assimilation, de l'intégration, c'est le problème d'une justice défaillante, qui n'a pas une justice défaillante. Tout le monde n'a pas la même culture. Je ne comprends pas pourquoi vous dites tout le monde n'écoute pas les mêmes musiques. Pardonnez-moi, tout le monde n'a pas la même culture. Mais vous allez au spectacle un peu, Pascal? Moi, j'y suis allé. J'étais voir un concert de rap à l'Arena. Oui. Mais vous avez toute la jeunesse française, et quand vous allez... de toutes les origines qui sont là. Mais vous allez au théâtre de temps en temps? Ils ne sont pas intégrés, assimilés, ils sont français. Mais vous ne pouvez pas leur dire on va vous assimiler, on va vous intégrer. Je parle de ceux de la troisième et quatrième génération, attention. Hein. Tout le monde alors après qu'ils aient des tout le monde n'a pas la même culture, pardonnez-moi. Mais c'est là que vous faites une erreur, Pascal. Ah bon? Moi, je pense. Point commun, je pense. Point commun. Écoutez, on peut avoir. Moi, je connais bien le monde du sport. Je vous assure où il y a effectivement beaucoup de représentants issus de l'immigration ou même issus du monde musulman. C'est pas exactement la même culture. Je suis désolé, ce n'est pas la même culture. Ils ont des religions différentes. C'est-à-dire que tu ne manges pas de la même manière, tu t'habilles pas forcément de la même manière. Et alors, ça, je suis d'accord avec vous. Ça, c'est une autre question. Et là, vous parlez de délinquance après. C'est là qu'il y a un problème. Non, mais je vous dis. C'est là qu'il y a un problème. Je vous dis que les problèmes culturels, si on n'a pas les mêmes, peuvent être source de tension. Le rapport à la femme, par exemple, si on ne voit pas les choses de la même manière, peut être source de tension. C'est ça que je veux vous dire. Par exemple, permettez-moi de finir. Il faut un creuset républicain. Mais la nourriture, dans le respect des origines, des différences. Georges, vous dites la nourriture. Il y a des gens aujourd'hui qui ont une culture différente et qui exigent. Et où est le problème?
Mais ça, c'est autre chose. Vous dites qu'ils n'ont pas la même Non, culture. mais là, vous parlez de la délinquance après. C'est Non, autre chose. non. Vous avez commencé en disant tous ces jeunes ont la même culture. Je vous dis non. Il y a des gens qui s'assoient à une table et qui disent je ne veux pas manger de ça. Il y a un brassage de culture que vous vouliez. Non, mais alors justement, derrière le mot brassage, on peut mettre ça, c'est autre chose. Bon, non, mais la question, c'est, on a voulu justement, alors on a considéré le terme assimilation comme discriminant. L'assimilation, c'est simplement le fait d'exiger que la culture française, jusque dans les mœurs et les coutumes, soit imposée à tous en France. Et nous, on est parti du principe, tout le monde est français, donc tout le monde est français. Oui. Mais être français, c'est aussi se comporter de telle manière, c'est aussi une relation entre un homme et des femmes, et une femme, enfin entre les hommes et les femmes, c'est aussi une langue, c'est aussi une manière de se vêtir, c'est aussi une manière de manger, c'est tout ça, être français. Et il se trouve que nous, on a refusé d'assimiler, et que pendant ce temps-là, et là je m'écarte de la question de la délinquance, parce qu'on est sur un terrain culturel en l'occurrence, pendant ce temps-là, l'islam, la partie culturelle de l'islam, elle assimile très, très, très bien. Et c'est pour ça que quand vous allez dans certains quartiers aujourd'hui, vous ne vous sentez pas en France. Ça ne veut pas dire que les gens vont vous tuer, ça veut pas dire, enfin, c'est deux questions différentes, ça ne veut pas nécessairement dire ça, ça veut dire que vous ne retrouvez rien de français. Et tout le monde peut avoir une carte d'identité française, ça ne changera rien. À qui la faute sinon au refus d'assimiler. Non, sinon aux politiques qui ont laissé prospérer. Mais vous avez raison. Ces quartiers. Mais bien sûr. Mais ça, c'est une autre chose, mais vous niez. Vous avez commencé par nier, vous dites ça n'existe pas, il n'y a pas de culture différente. Mais bien sûr qu'il y a des cultures différentes, mais pour moi, ça pose pas un problème. Mais c'est pas le même. La différence de religion, la différence de cuisine, c'est pas notre débat. La condition de respecter nos valeurs républicaines. Le multiculturalisme n'est pas une tradition française, c'est une tradition anglo-saxonne. Et la France n'est pas programmée pour être multiculturelle. Oui, mais je voulais vous faire écouter ce que disait Philippe de Villiers hier, et je l'ai repris d'ailleurs, parce qu'il a utilisé le mot génocide qui ne me convenait pas personnellement. Et j'ai expliqué pourquoi. Je voudrais qu'on voit simplement sur ce sujet-là l'analyse de Philippe de Villiers, et vous me direz, Laurent Oberton, parce que vous êtes venu aussi pour parler de votre bouquin, ce que vous pensez de ce qu'il dit. Je vais utiliser des mots forts, mais tant pis. On vit en même temps, on pourrait appeler une sorte de génocide du peuple français quand même, parce que l'immigration prend des proportions incroyables, ça se voit à l'œil nu. Et il y a un basculement démographique en cours, dans 30 ans c'est réglé. Chaunu me disait toujours, Philippe, l'histoire, c'est la démographie. Le terme génocide que vous avez employé, c'est votre terme, génocide du peuple français. Ce mot est tellement connoté que je ne le reprendrai pas personnellement à mon compte. C'est un mot trop puissant, trop fort, et qui renvoie à ce qui s'est passé notamment pendant la dernière guerre mondiale. Et je ne pense pas que la situation soit comparable avec ce qui se passe aujourd'hui. Laurent Oberton, sur... Le choix des termes est toujours sujet de débat, mais dans ce pays, 40% des naissances... scandaleux quand même, oui, faut même le dire. Dans ce pays, 40% des naissances sont issues de l'immigration extra-européenne. C'est un fait, et c'est inédit, et c'est énorme. D'où vous sortez votre chiffre ? C'est passé très vite, l'INSEE. C'est l'INSEE qui dit ça, dans une certaine indifférence. Et enfin, évidemment, ça interroge. Les autochtones seront bientôt minoritaires en termes de naissance dans leur propre pays, sur leur propre sol. Donc je ne sais pas comment on peut appeler ça, certains l'appelleront remplacement, d'autres créolisation, ils seront très contents, mais c'est un fait, ça c'est sûr. Mais, oui, mais vous supposez que les gens ne s'assimilent en rien, qu'ils restent éternellement les mêmes. Je suppose rien, je vous pose la question. Non, pas vous, mais enfin, ce discours-là général. J'ai cité Pierre Brochant. J'ai cité Pierre Brochant. Du choc démographique, etc. Ça consiste à dire, quand on est musulman, on reste égal à soi-même de génération en génération. Ça ne change jamais. C'est complètement faux. On le voit tous les jours, ça change. Il y a un mélange. Attendez, laissez-moi terminer. Il y a un mélange. Bien sûr. Et par ailleurs, en déduire que la civilisation va s'effondrer, que la France va d'un coup être en capilotade, si c'était vrai, les États-Unis auraient dû disparaître depuis longtemps ils sont en pleine forme, de la planète, puisque c'est un pays effectivement multiculturel, beaucoup plus qu'en France. Il n'y a pas du tout de tension. Avec une tradition communautaire. Oui, mais on ne peut pas déduire du fait qu'il y ait des communautés le fait que le pays va s'effondrer. C'est ridicule. Les États-Unis, c'est en pleine décadence. Ils n'ont plus d'influence culturelle, ça n'existe plus. Je crois que les États-Unis sont un peu en décadence. C'est un discours ridicule. Je pense
que les États-Unis sont un peu en décadence, et deux, si je peux en placer une, Charles-Laurent, je pense que, un, les États-Unis d'Amérique sont un peu en décadence, et deux, c'est incroyable de comparer une nation millénaire comme la nôtre avec un pays qui a quelques centaines d'années, les États-Unis d'Amérique, et qui est le fruit d'un certain nombre d'États qui sont effectivement avec des cultures différentes. Donc c'est comparer des choux et des navets. Mais il y a des affrontements communautaires dans ces pays-là, c'est incroyable que vous preniez ces exemples-là. Mais ils ne vont pas s'effondrer. Laurent Berton, ils vont s'effondrer. Parce qu'évidemment, si on cherche, c'est la décadence, on va s'effondrer. Ça, c'est un débat. Regardez l'état de l'économie américaine face à l'économie chinoise. Poutine est en train de s'effondrer. Je citais Pierre Brochand tout à l'heure. L'autorité, et il est en train de se faire battre par un tout petit pays. Je citais Pierre Brochand tout à l'heure qui, effectivement, ne croit pas aux sociétés multiculturelles. En tout cas, le modèle français n'est pas adapté à cela. Mais si on veut être positif, quelles sont les solutions pour changer la situation, pour, si j'ose dire, fabriquer des Français, avec la définition que donnait Charlotte tout à l'heure, c'est-à-dire des gens qui se retrouvent sur une histoire commune, sur des valeurs communes, sur un comportement commun, sur une manière de vivre ensemble commune. Alors évidemment, avec des différences, il y en a toujours eu, mais que le socle soit partagé. Est-ce qu'il y a encore des solutions, ou est-ce que, selon vous, c'est terminé ? Si on veut que les gens aient quelque chose en commun, il faut cesser d'importer des gens qui n'ont rien en commun par millions. C'est une notion assez simple, mais qui nous échappe depuis pas mal de décennies, il me semble. Le peuple français n'a jamais été consulté, n'a jamais voulu cette immigration de quantité qui lui est imposée, et elle est là. Donc l'erreur est politique, elle continue d'être faite, et les conséquences, c'est toujours assez difficile de les exprimer. Mais c'est un phénomène spécialement français, c'est-à-dire que ça n'existe pas en Italie, ça n'existe pas en Espagne. C'est occidental, c'est assez général, mais nous, disons qu'on a pris pas mal d'avance quand même. Ça n'existe pas en Pologne, ça n'existe pas en Hongrie. Beaucoup moins dans les pays de l'Est qui n'ont pas pris cette option d'immigration extra-européenne, de culture éloignée, on va dire. Alors écoutez, parce que Philippe de Villiers était hier avec nous, mais il était également avec Sonia Mabrouk. Et hier, on l'a peu entendu sur Éric Zemmour, je l'ai regretté d'ailleurs, parce qu'on n'avait pas forcément de temps, mais c'était intéressant de voir l'analyse qu'il faisait de la campagne de Zemmour. Écoutez Philippe de Villiers. Éric Zemmour laisse derrière lui quelque chose qui ne s'effacera pas et qui fait qu'il entre dans l'histoire et non pas dans les urnes. L'histoire, c'est beaucoup plus important que les urnes. C'est le concept du grand remplacement. Remplacement d'un peuple, remplacement d'une civilisation. Et donc, qu'est-ce qu'on voit depuis la présidentielle ? On voit, à travers l'exemple que je donnais tout à l'heure, mais bien d'autres exemples, qu'il avait raison, avant tout le monde. Un exemple qui me révolte et qui indigne beaucoup de Français, c'est le décalage entre ce qui se passe dans nos écoles et sur les réseaux sociaux sur la question du voile, avec une véritable propagande effrontée, une provocation systématique, c'est-à-dire qui invite les jeunes filles, les jeunes gens à porter le camis, l'abaya et d'autres. L'abaya, etc. Bon, on en a parlé déjà tout à l'heure, mais en revanche, c'était intéressant de voir quand il dit « est-ce que Éric Zemmour avait raison ?» Je ne sais pas ce que cette phrase veut dire, mais est-ce que vous la partagez ou pas ? Oui, enfin, sur un certain nombre de points, je pense qu'il a trop raison. Et les Français attendent plutôt un discours qui va les réconforter plutôt que de leur mettre mais manifestement, les dans Français cette ne réalité. l'ont pas suivi. Emmanuel Macron... non, mais justement. Macron a largement, il n'y a même pas eu de match, si j'ose dire, à l'arrivée. Emmanuel Macron présentait un projet confortable. Le Français moyen tient à cette situation. Il préfère ne pas voir, je pense, certaines réalités, mais pas les affronter. Mais peut-être qu'il ne partage pas tout simplement, qu'il n'a pas ce sentiment. Peut-être que dans sa vie quotidienne, il ne partage pas le sentiment que vous avez. Il ne se sent pas en perdition. Il pense que ces phénomènes sont marginaux, qu'au fond, le vivre ensemble peut fonctionner. Il y a effectivement des excès, parfois, ou des gens radicaux, plus exactement, que des excès, mais qu'au fond, tout ça va se fondre en 20 ans, 25 ans, dans une nouvelle civilisation, et que les sujets dont on parle aujourd'hui, dans 25 ans, on n'en parlera plus. Voilà, on est donc là dans une période un peu de crispation. Le Français l'espère peut-être, mais à mon avis, il ne le pense pas. Et les enquêtes d'opinion montrent systématiquement que
pour le français, le vivre ensemble est une catastrophe, le remplacement existe, la justice est laxiste, Et oui, mais il ne s'est pas retrouvé. Oui, mais je constate là où il y a un constate que le parti ou les partis qui font campagne sur vos thèmes, oui, parce que vous êtes un militant de ce excusez-moi, non. courant-là. Non, moi je... Mais si. Vous êtes militant. C'est pas gentil de dire ça. Vous êtes militant adverse. Moi, je ne me cache pas. Oui. La personne se cache. C'est ça la différence. Mais enfin... et donc, les partis qui sont d'accord avec vous, ils ont toujours été battus. Non, mais c'est... Oui. Oui, mais ça, mais ils ne font qu'augmenter. Hein. Ils ont prospéré. Ils ne font qu'augmenter. Et en Italie, Madame Meloni... Ils ont augmenté. Oui, mais je sais bien que vous appelez de vos voeux la victoire finale. Bien d'accord. Mais ça ne se produira pas. C'est pas bien, alors. Franchement, c'est pas bien. Pas d'attaque personnelle. Charlotte vous répond. Pas les flux migratoires. Charlotte, si on ne reprend pas la moi, je ne suis pas pour l'ouverture indistincte des frontières. Non seulement... J'ai jamais défendu oui, cette mais de toute façon, vous n'avez jamais rien défendu de ce qu'on vous reproche jamais. Donc bon. Aujourd'hui, en Europe, vous avez une majorité de pays qui s'opposent à la Commission européenne sur la question de la régulation de l'immigration. Donc une majorité de pays au sein de l'Union européenne, notamment tous les pays de l'Est. Deuxièmement, en effet, aux élections européennes, et alors c'est pas spécialement qu'on appelle de nouveau, je sais pas quoi, c'est que ça vous gêne probablement d'en parler, mais ce sont des coalitions qui ont systématiquement gagné jusqu'au Danemark, où la coalition de centre-gauche plutôt, uniquement sur la question de l'immigration, est reconduite dans les urnes. Enfin, sur la question, parce que là, Philippe de Villiers parlait de est-ce que Zemmour avait raison ou pas sur la question du remplacement, non seulement, alors moi je veux bien qu'on nous explique que Éric Zemmour n'a fait que 7%, mais il me semble que vous oubliez un peu que Marine Le Pen est arrivée au second tour et que c'est quand même un sujet qui est important pour ses électeurs, sans compter qu'au-delà de ce courant politique-là, vous pouvez appeler, qui appelle ça le remplacement, d'accord, sur la question de l'immigration. Vous avez Emmanuel Macron qui nous explique qu'il va falloir répartir tout le monde parce qu'on vit une transition démographique. C'est la même chose qu'un grand remplacement. Et Jean-Luc Mélenchon, qui a fait des scores honorables, qui lui parle de créolisation, c'est encore la même chose. Donc sur le constat, tout le monde est d'accord. Je suis désolée. Bon, c'est pas du tout la même chose, excusez-moi. Non. Est-ce que vous avez lu Armand Erchadi Est-ce que vous avez lu Armand Erchadi hier dans le Figaro? Papier très intéressant d'ailleurs. Et peut-être qu'il vous parle par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. La gauche américanisée et anti-universaliste, après avoir abandonné valeurs et principes au profit d'une vision simpliste et fragmentée de la société, se trouve soudain fort dépourvue lorsqu'elle réalise que tous ceux qu'elle perçoit comme des bronzés, entre guillemets, n'ont pas vocation à subir le joug des traditions théologico-politiques et qu'ils peuvent, au contraire, aspirer à l'émancipation, à l'égalité, au progrès. L'antiracisme autoproclamé de cette gauche déboussolée se retourne ainsi paradoxalement en un néo-racisme qui fige les individus dans une identité particulière et les assigne à résidence étrange. Retour de l'obscurantisme. C'est intéressant. C'est très juste. C'est intéressant. D'autant que l'intersectionalité... On parle d'une partie de la gauche, c'est toujours pareil. Oui, la gauche américanisée. Aujourd'hui, c'est une partie universaliste. Oui, mais aujourd'hui, c'est quand même une partie qui est hégémonique à gauche. Voilà, et qui a en partie remplacé pour le coup la gauche traditionnelle et universaliste et qui effectivement par l'intersectionnalité des luttes consacre le principe selon lequel des communautés différentes, et on revient au sujet du communautarisme et du multiculturalisme, il y aurait une concurrence des victimes, une concurrence des souffrances, et que le peuple uni de la gauche de la fin du 19e siècle, lui est battu en brèche, et qu'on distingue plusieurs peuples dans le peuple, ce qui est déjà un vrai problème intellectuel, je pense, et philosophique. Jean-Luc Mélenchon. Par exemple, c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon, son tweet, par exemple, et ça rejoint, c'est toujours la même grille de lecture pour Annie Ernaux. D'ailleurs, il a rendu hommage à Annie Ernaux, Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que ce que j'appelle le deux poids deux mesures que chacun peut voir dans la société, le tweet qu'il a fait, si c'est Marine Le Pen qui l'écrit, elle est traitée de fasciste. Et alors ça, c'est le tweet sur Annie Ernaux, Nobel de littérature. On en pleure de bonheur, les lettres francophones parlent au monde une langue délicate qui n'est pas celle de l'argent. Bon, lui, c'est sa lecture. Franchement, moi j'ai lu Annie Ernaux, c'est pas ça, mais bon, peu importe. Et elle parle de son enfance. De ses positions politiques. Exactement. Oui, mais bon, voilà, c'est sa grille de lecture. Mais ce qu'il a écrit hier, en fait, c'est ce que... on ne peut pas reprocher Trump au Capitole et puis être d'accord avec ça. C'est-à-dire que le 5 et le 6 octobre 1789, les femmes marchent sur Versailles contre la vie chère. Elles ramènent le roi, la reine et le dauphin de force à Paris sous contrôle populaire. Faites mieux le 16 octobre. Ben, si Marine Le Pen écrit ce tweet, mais... C'est un tweet séditieux, ça. Mais, je veux dire, c'est la une de tous les journaux.
C'est-à-dire que c'est la une de France Inter qui parle de la marche brune, de février 34. Qu'on va prendre le Parlement, voilà. C'est un appel à la révolution. C'est ça qui. Je ne suis pas d'accord avec Mélenchon. Mais c'est pas ça. Mais je m'en fiche de votre avis, si j'ose dire. Pardonnez-moi. Regardez. Mais c'est pas non pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas ce que vous pensez vous. Vous n'êtes pas le nombril du monde. Je veux dire, vous n'êtes pas au centre du. Mais vous n'êtes pas au centre du monde. Mais je souligne que si Marine Le Pen, c'est la une de Libé et c'est 6 février 34. Pascal, voilà, ils vont marcher sur l'Assemblée nationale. C'est le colonel de la Roque. C'est ça que je veux vous dire. Et vous le savez comme moi, vous riez. Et vous avez bien raison de rire d'ailleurs. Charlotte. Non mais on va sortir du monde de l'imagination puisque Marine Le Pen n'écrira pas ce tweet. On le sait tous très bien. On va revenir dans le monde de la réalité. Il y a quelques années, vous avez forcément entendu parler, on en a parlé pendant 15 jours en édition spéciale sur toutes les télés, de la tribune des généraux dans Valeurs Actuelles. Ah oui. Ah oui. Ah bah là, ça vous fait beaucoup moins rire tout à coup. Hein. Dans cette tribune, non mais parce que c'est très intéressant sur la question de la réaction médiatique. Tout à l'heure, vous ne vouliez pas comprendre. Dans cette tribune, il était écrit quoi? Les généraux disaient, si la situation se poursuit telle qu'elle est aujourd'hui dans les banlieues, l'armée pourrait être amenée à intervenir. Je me souviens très bien, on avait fait un plateau ensemble. Vous aviez vu, comme beaucoup de nos confrères, vous aviez vu un appel au putsch. Cette question... Bah si. Oui. Et l'appel au putsch, l'idée était née dans la tête de Jean-Luc Mélenchon, puisque, souvenez-vous, une policière s'était fait égorger dans l'entrée d'un commissariat quelques jours plus tôt, et le discours tournait vinaigre, notamment sur la question de la NUPES et de son aveuglement sur la question du terrorisme. Jean-Luc Mélenchon sort de nulle part cette tribune, nous accusant de l'avoir fait un 21 avril, qui était l'anniversaire du putsch des généraux en Algérie, comme si on avait pensé à ça au moment de la mettre en ligne. Bon, passons. Et là, toute la machine médiatique s'est enclenchée pendant 2 jours, appel au putsch. Là, on vous sort un tweet où Jean-Luc Mélenchon, chef de parti, appelle les gens à faire mieux qu'une révolution qui s'est finie par la mort du roi, quand même. Et là, ça vous fait rire. Vous dites c'est l'histoire de France, ça vous fait rire. Et tous les médias, ça les fait rire. C'est pas crédible. Excusez-moi, mais le 2 poids 2 mesures, là, il saute au visage, en fait. Est-ce que je peux répondre? Charlotte a parlé, là, quand même. Allez-y, répondez. La référence à la Révolution française, c'est vrai que c'est une difficulté parce que la fête nationale, notre fête nationale, tous les ans, 14 juillet, c'est une émeute qui s'est soldée par le massacre du gouverneur et par une bataille avec des canons, etc. Enfin, c'était très violent. Le 14 juillet 1789. Ah mais je sais. Mais pourtant, on s'y réfère. Voilà. Et pourtant, c'est la fête nationale. Et pourtant, le drapeau bleu, blanc, rouge qui a été créé à cette époque-là est un drapeau qui a couvert beaucoup de crimes, comme disait Mme Roland. Liberté, de crimes. 14 juillet, on n'appelle pas non plus. Et le 14 juillet, c'est une émeute. Donc, il fait référence au 6 octobre. Non, il a demandé de s'inspirer. Il demande de s'inspirer de ce qui s'est passé. Je pense que sur ce point, il a tort. Il a tort. La référence à la Révolution française fait référence à des événements violents. C'est vrai. On est 100% d'accord. Sauf qu'il reste positif global de la Bastille. C'est pas ça, on ne parle pas de ça. Allez, on ne parle pas de ça. Mais quel rapport avec le tweet et quel rapport avec ce que je viens de vous dire? C'est un rapport puisqu'il fait référence au 6 octobre. Laurent Geoffrin. Donc le décalage médiatique, on en parlera dans 2 ans. Laurent Geoffrin, tu lui parles ah non mais c'est incroyable. De Claude François et il te parle de Gilbert Bécaud. C'est absolument. J'ose cette métaphore. Donc vous avez un esprit, je ne sais pas comment c'est fait, j'ai jamais vu ça. Je parle d'un truc, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on vous dit. On vous dit l'espace médiatique. Vous reprochez à Mélenchon d'avoir fait référence à la Révolution française. Mais non, on vous reproche. Inspirons-nous de ce qui s'est passé. Oui, c'est ça. Pour refaire la Révolution française. On vous mais c'est pas crédible. S'il vous plaît, on souligne que vous avez un dirigeant de parti qui appelle à descendre dans la rue et à un mouvement factieux et que ce n'est pas traité par l'espace médiatique. C'est tout ce que je dis. Mais parce que c'est pas crédible. On vient d'en parler pendant une demi-heure. Ah bon. Mais alors quand c'est Marine Le Pen, c'est beaucoup plus crédible. Alors là, on vient d'en parler pendant une demi-heure. La bête immonde qui arrive. Non mais le pire c'est qu'à la fin ça vous fait rire. Oui, ça me fait rire. Ça me fait rire parce que je préfère la Révolution française aux fascistes des années 30. Oui, je préfère. Excusez-moi. C'est très bien. Mais c'est pas non plus, ça n'a aucun rapport encore. C'est ça la conclusion. Non mais quand vous commentiez la tribune des généraux, j'avais quasiment l'impression d'avoir du sang sur les mains. Pourquoi il reste 1 minute 30 C'est là où vous êtes quand même un peu bancal dans votre indignation. J'appelle Marine Le Pen
Marine Lançon. J'appelle Marine Lançon Marine Le Pen. Je préfère Danton au colonel de la Roque. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous pouvez vous taire? Et Robespierre aussi. Bon, tiens, on va écouter tout à l'heure notre ami Philippe Labro, qui présentera son émission sur C8 dimanche. Il reste 3 minutes. Il est parti, le chronomètre. Ah bah oui, il reste si j'ai pas le bon chrono, effectivement, je pensais qu'il restait 3 minutes 30. Alors vous reviendrez un autre jour, monsieur Aubert, parce qu'il reste qu'1 minute 30. Donc on va écouter Philippe Labro. Non, mais on reviendra avec vous. Philippe Labro qui reçoit Martine Gossiot, qui est la veuve du dessinateur Sampé, qui est disparu cet été. Elle publie un recueil inédit de dessins de Sampé dans le très bel album Sampé en Amérique. Elle va présenter quelques croquis inédits et il y aura sur le plateau Bernard Campan, Éric Perrard et Anna Kova. Voici cet extrait. Il arrive avec quelques coups de trait, très peu. Vous allez nous les montrer dans vos croquis parce que Martine nous a apporté des choses inédites, mes enfants. C'est des documents extraordinaires. Oui, ce sont des carnets. Ouais. Ces carnets de croquis qui sont vraiment... alors ça, il les avait chez lui, mais en même temps, il avait toujours des tout petits comme ça sur lui, qu'il mettait dans sa poche. Et dedans, il prenait déjà des petites esquisses, des petites choses qui sont... Voilà. N'allez pas trop vite, montrez-le à la caméra, voilà. Sans trop bouger, s'il vous plaît. Il a découvert New York dans les années 60, c'est ça? Oui, il a découvert New York dans les années 60 avec Alex Graal, qui était son éditeur, et François Giroud. Et il est tombé amoureux de la ville. Ah oui, complètement. Puis il aimait le jazz tellement que pour lui, ça représentait tout, quoi. Le jazz, plus les dessinateurs de là-bas qu'il aimait beaucoup. Ouais. Tous les dessinateurs américains, pour lui, c'était une passion. Je n'avais pas vu cette réponse de Olivier Faure à Jean-Luc Mélenchon. Vous l'avez vu, la réponse? Non, je n'ai pas vu. Elle est extraordinaire. Là, Jean-Luc, tu peux mieux faire. Non, mais je découvre. Là, Jean-Luc, tu peux faire mieux. On va le voir. Hein. La provocation n'est pas toujours le meilleur moyen de se faire entendre. Il n'y a plus ni roi ni reine. Nous n'aurons ni pique ni fourche. Notre mobilisation sera non violente et sa force, c'est son message. La justice contre le désordre social. Là, Jean-Luc, c'est pas bien. N'importe quel communiqué avec ce ton-là, ça sera ridicule. Hein. Non, mais écoutez, Olivier Faure, il se respecte même pas, franchement. Il devrait. Voilà, le PS. Alors, ça m'étonne pas que vous soyez à moins de 2%, hein, je vous le dis, moi, avec des gens comme ça. Je ne suis pas au Parti Socialiste. Oui, il n'a jamais été aussi courageux en 10 ans, monsieur Faure. Ah oui, Olivier Faure, franchement, FAURE. Les pandas. Il y a 2 pandas qui sont nés aux eaux de Lille, je crois, et Audrey Berthaud va nous rappeler leur prénom peut-être qui a été trouvé et à la fin et comment vont-ils? Le prix Nobel de la paix sera décerné à 11h dans une demi-heure. Il sera annoncé en pleine guerre en Ukraine. Il y a 343 candidatures cette année. Le précédent prix Nobel de la paix a été décerné aux journalistes d'investigation Maria Ressa et Dmitri Muratov. Une mission civile en Arménie le long de la frontière avec l'Azerbaïdjan, c'est ce qui est ressorti des discussions entre le Premier ministre arménien, le président de l'Azerbaïdjan, le président du Conseil européen et Emmanuel Macron. Ils se sont réunis hier soir à Prague. L'objectif de cette mission, établir la confiance entre les 2 pays et contribuer aux commissions frontalières. Enfin, la Coupe du monde de football au Qatar sera sûrement la dernière de Lionel Messi. La star l'a annoncé hier. Cette année, Lionel Messi disputera sa 5e Coupe du monde après 2006, 2010, 2014 et 2018. Il y a 4 ans, en Russie, Messi avait été éliminé en 8e de finale par les Bleus. Et le prénom du panda, la rédaction de CNews a voté. Oui. Ce sera, il y avait une présélection quand même sur le site. Oui. Ce sera Mei pour la femelle, qui veut dire fleur en chinois. Mei. Et Sikkim pour le mâle, c'est un état du nord dans l'Himalaya. Oh. Voilà. Bon, écoutez, Mei et Sikkim. Bon, écoutez, c'est parfait. Vous n'êtes pas d'accord avec cette sélection? Si, moi je suis complètement d'accord. Le prix Nobel. Vous savez pourquoi il n'y a pas de prix Nobel de mathématiques? J'ai appris ça. Non, je ne sais pas pourquoi. C'est la médaille Fields. Oui, mais parce que Monsieur Nobel, sa femme, le trompait avec un mathématicien. Je vous jure, c'est vrai. Donc il était, pardonnez-moi de le dire comme ça, Monsieur Nobel était cocu. Mais j'ai appris ça, mais
les savants de la veille, vous savez, la fameuse expression, j'ai appris ça très récemment. Et donc, il a dit, pas de prix Nobel de mathématiques. Donc, c'est drôle quand même. Moi, ça m'a fait rire, en tout cas. Bon, je vais vous dire qui était avec nous ce matin. Merci à François Lemoigne qui était là. Merci à Grégory Possidalo, François Lemoigne à la réalisation. Bernadette et Alain qui sont des fidèles téléspectateurs, je les salue. Comme Michel également, puisque ce sont des amis de François. Grégory Possidalo était au son. Bouka Abella était à la vision. Merci à Marine Lançon. Merci à Justine Cerquera. Je rappelle, Monsieur Oberton, regardez-le bien, Monsieur Oberton, regardez-le bien, caméra sur Monsieur Oberton. Vous ne le verrez nulle part ailleurs, parce qu'il sera invité nulle part. Il n'aura pas le droit d'être sur le service public, parce qu'il est politiquement incorrect. Préparez-vous au dernier combat. Ça, c'est son bouquin. Et puis, demain, Brigitte Millot. Ne manquez pas le rendez-vous de Bonjour, Docteur Millot. Brigitte nous parlera d'un sujet qui nous concerne tous, la digestion. Je vous laisse d'ailleurs vous en parler, Laurent Geoffrin. Rendez-vous demain. 10h sur CNews. Non, mais le niveau monte en fin d'émission, ça devient... Rendez-vous demain 10h sur CNews. Aérien, là. Pour découvrir tous les conseils. Je sais que vous serez devant votre poste demain à cette heure-là. Jean-Marc Morandini dans une seconde.